Bruno Jambard, bonjour. Bonjour. Les favoris restent les mêmes dans la course à l'Elysée, on va parler d'eux dans un instant, mais la dynamique du moment, elle est en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Vous le donniez à 10% il y a 2 semaines, il est à 13% désormais. Ça fait longtemps que le candidat insoumis théorise l'existence d'un trou de souris qui lui permettrait de se faufiler au second tour. À quelles conditions ce trou de souris pourrait-il être assez large pour Jean-Luc Mélenchon ? Alors, je pense que la dynamique, elle est faible mais réelle, effectivement. Sur la durée, on voit bien une progression. Le trou de souris, j'ai encore un peu de mal à le voir pour 2 raisons. D'abord parce que la seconde dans la bataille, c'est Marine Le Pen et elle a beaucoup regagné du terrain. Elle se situe plutôt autour de 17-18% et donc ça veut dire pour Jean-Luc Mélenchon remonter à ces niveaux-là pour pouvoir espérer passer le premier tour. C'est une grosse marche. C'est une grosse marche parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans la situation de 2017 où il avait un électorat de réserve qui, en début de campagne, était chez Benoît Hamon et qu'il avait aspiré largement. Quand on regarde entre le début et la fin de campagne, le total Hamon-Mélenchon était à peu près stable autour de 26%. Là, il a très peu de réserve. Anne Hidalgo est déjà à 2 ou 3%. Elle ne va pas faire un score négatif. Yannick Jadot n'est qu'à 5% dans notre enquête. Il y a peut-être un petit peu à gratter chez Fabien Roussel, mais il n'est pas non plus à des niveaux très élevés. Il est à 4%. Donc, c'est maintenant difficile d'aller chercher des nouveaux électeurs. Alors, il espère beaucoup aller chercher des abstentionnistes. Mais si des abstentionnistes rentrent dans le jeu, c'est aussi favorable à Marine Le Pen. Et donc, ça complique cette équation du trou de souris. Alors en sens inverse, la glissade la plus remarquable dans la dernière mise à jour de votre baromètre quotidien pour les Échos et Radio Classique, c'est celle d'Éric Zemmour, moins 2 points, et il tombe sous la barre des 10% pour la première fois. Comment l'expliquez-vous ? C'est assez difficile d'expliquer en tout cas pourquoi ça survient maintenant. On voit bien les difficultés de la campagne Zemmour depuis plusieurs semaines et notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. D'abord, les sujets ont basculé. Ils ont basculé à la fois sur le plan évidemment des enjeux internationaux, on a beaucoup parlé de cette guerre en Ukraine, et aussi sur le plan des sujets nationaux. Ça a mis au second plan les sujets régaliens, notamment l'immigration, et on est arrivé beaucoup sur le pouvoir d'achat, un thème qu'il avait moins, je dirais, appréhendé que par exemple sa concurrente principale Marine Le Pen. Donc on voit bien comment il a subi la guerre en Ukraine. Mais là, brutalement, ce décrochage, ça pose la question aussi de savoir si, quand on arrive face à l'obstacle, on est maintenant à moins de 3 semaines du premier tour, des électeurs n'hésitent pas à voter pour un candidat aussi atypique et qui est nouveau en politique, qui n'a pas d'expérience de personnalité politique. C'est une présidentielle et ça reste quand même un scrutin dans lequel les gens mettent beaucoup de sacrés, beaucoup de symboles et donc on ne vote pas en France pour n'importe qui à une élection présidentielle. Éric Zemmour, il a beaucoup mis en scène le ralliement de Marion Maréchal, au final, bénéfice nul ? Oui, bénéfice nul, a priori. D'abord, à mon avis, parce que c'était très annoncé depuis longtemps. Et puis, c'est tombé à un moment calendaire très défavorable. La crise en Ukraine, un week-end où il avait aussi un peu épuisé son temps de parole et donc peu de visibilité, notamment sur les chaînes info de son meeting. Son discours n'a pas été retransmis. Donc voilà, ça a été finalement un coup d'épée dans l'eau. Alors en tête, on a toujours et de loin Emmanuel Macron, très légère érosion pour le président sortant mais qui garde une avance confortable. La présentation de son programme pour un 2e mandat éventuel ne semble pas avoir fait bouger les lignes ni dans un sens ni dans l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Que c'est l'homme qui attire ou repousse les électeurs plus que ses propositions ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu durant tout le quinquennat, c'est Macron qui porte le macronisme. En fait, sans lui, il n'y a pas de macronisme. Il n'y a pas d'identification et d'électorat qui s'est constitué au-delà de la personnalité du président de la République. Donc oui, c'est plutôt l'homme qui attire, et notamment dans cette période où sa fonction de président et la manière dont il gère la crise internationale est appréciée par une partie des électeurs, notamment des électeurs de droite qui le soutiennent. Ça lui a donné un bonus dans les intentions de vote. Très clairement, il a gagné chez nous 6 points en une dizaine de jours entre le déclenchement de la guerre en Ukraine et il y a à peu près une semaine. Il a été très critiqué, Emmanuel Macron, sur son refus de débattre avec les autres candidats, de confronter leurs propositions. Ça ne lui porte pas préjudice dans les intentions de vote ? Ça ne lui porte pas énormément préjudice dans les intentions de vote. Toutefois, il faudra attendre quand même le score du premier tour pour voir quel effet ça aura. Il y a 2 hypothèses aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Finalement, on voit que la guerre en Ukraine est en train de s'installer un peu comme une toile de fond
plus que comme le premier sujet de l'actualité. Et donc, on va peut-être revenir à la situation avant celle de la guerre en Ukraine. Donc, est-ce qu'il va revenir vers ces 24-25% qui était son score avant? Ou est-ce qu'il va conserver une partie de son bénéfice? On voit quand même que c'est quelque chose que regrettent beaucoup de Français, le choix de ne pas débattre du président de la République. Et puis, ça pose des problèmes pour l'après, je dirais pour la gestion de sa seconde présidence, s'il est réélu le 24 avril. Marine Le Pen, elle, avait semblé menacée un temps. Elle reste à ce jour la deuxième postulante au second tour. Qu'est-ce qui lui permet de creuser l'écart avec ses poursuivants à droite? Je crois qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est qu'elle a fait preuve d'une très grande résilience et les électeurs aiment bien ça, aiment bien les candidats qui subissent beaucoup de trahisons, de difficultés et qui s'en sortent et qui résistent. Et je crois qu'elle en bénéficie personnellement dans l'opinion. On a des indicateurs d'image sur elle, sur sa capacité à être une bonne candidate, voire à être une bonne présidente de la République, à des niveaux qu'on n'a jamais vus. Elle est 15 points au-dessus de ce qu'elle avait au mois de décembre. Et puis la seconde raison, c'est qu'elle avait quand même, je dirais, fait le cœur de sa campagne autour de cette thématique du pouvoir d'achat. Et cette thématique ne cesse de se renforcer en raison notamment du conflit en Ukraine et de la hausse du prix de l'énergie. Ces troupes disent que son seul ennemi, c'est l'abstention. Est-ce que c'est plus vrai pour elle que pour d'autres candidats? C'est vrai que c'est un gros sujet pour elle, parce qu'une grande partie des électeurs du Rassemblement national et de Marine Le Pen viennent des catégories populaires, sont plus jeunes que la moyenne des Français, et donc une forte abstention veut dire peu d'électeurs dans ces catégories-là, et ça la pénalise. Ceci étant, une forte abstention, on a vu aussi le Rassemblement national être capable de faire des très bons scores avec 50 à 60% de participation. Donc il faudrait qu'elle soit vraiment très au-delà, probablement, pour l'handicaper massivement. Valérie Pécresse peut-elle raisonnablement garder un espoir de se qualifier pour le second tour? Toujours difficile de fermer les portes, mais aujourd'hui ça semble très compliqué pour accéder au second tour. En revanche, il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau qu'elle peut atteindre dans cette élection. Je crois que la troisième place, elle est tout à fait compétitive pour pouvoir l'obtenir. Probablement qu'aujourd'hui, elle navigue dans un niveau entre 11 et 15%. Et évidemment, ce ne sera pas du tout la même chose si elle sera plutôt dans cette fourchette basse ou dans la fourchette haute. Et justement, Pécresse et Zemmour en particulier font partie du même peloton de poursuivants. Alors pour vous, Valérie Pécresse est devant Éric Zemmour. Qu'est-ce que l'ordre entre ces deux-là, ou leur score respectif, changera pour l'après-présidentiel? On pense évidemment aux législatives ou à la recomposition éventuelle de la droite. Je dirais que déjà, si Valérie Pécresse est devant Éric Zemmour, ça va rendre très difficile l'obtention d'un bon score pour les candidats de reconquête dans les circonscriptions. On sait que la présidentielle, c'est une lessiveuse et que après, quand vous n'êtes pas dans les deux premiers, et encore plus si vous êtes devancé par d'autres candidats, vous avez beaucoup de mal à exister aux législatives. Surtout avec un scrutin majoritaire, évidemment. Voilà. Les candidats LR, beaucoup de sortants, installés, avec souvent des anciennetés dans les circonscriptions qui sont assez fortes. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui est importante. Et puis, si elle finissait devant Éric Zemmour, ça permet peut-être aussi de garder une forme de cohésion, au moins jusqu'aux législatives, au sein des Républicains. Alors que si elle finissait à moins de 10% par exemple, on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être des règlements de compte et une explosion assez rapide. Et donc ça met en danger le score aux législatives pour les Républicains. Valérie Pécresse à Bordeaux, Éric Zemmour au Trocadéro, Yannick Jadot au Zénith de Paris, Jean-Luc Mélenchon sur la plage du Prado à Marseille. De gros meetings auront lieu à la fin de cette semaine. Il n'y en aura pas eu beaucoup dans cette campagne pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que ces gros meetings peuvent changer la donne ? Non, pas fondamentalement, je crois. En revanche, ce qui va peut-être changer un peu la donne, c'est qu'on va rentrer dans la période d'égalité du temps de parole. Et notamment, il y a un certain nombre de petits candidats qui vont avoir une exposition, je dirais, beaucoup plus forte qu'auparavant. Et on a vu dans des élections précédentes, et notamment en 2002, par exemple, avec le cas d'Olivier Besancenot, parfois des petits candidats montaient très fortement. Et là, ça peut avoir un effet parce que après, ça dépend à qui ils prennent des voix. Donc c'est quand même une période qu'il faudra surveiller avec attention. On note dans cette élection beaucoup de fluidité, beaucoup de variations, encore à moins de 3 semaines, de manière inhabituelle. Les choix ne sont pas fixés encore. Les choix ne sont pas si fixés que cela. On sent que les électeurs sont très indécis parce que finalement, ils sont un peu convaincus par personne. Et globalement, je pense que c'est une campagne où il y aura des variations probablement jusqu'au dernier jour. Un dernier point, les Français vous disent qu'ils voteront d'abord en pensant à la question du pouvoir d'achat et de très loin. En quoi est-ce que les candidats en tête, donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen, apparaissent aujourd'hui les plus performants sur cette question ? Je dirais que je séparerai les deux. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron apparaisse très performant sur cette question. Lui
Ses atouts viennent plutôt d'une forme de capacité à être l'alternative à des candidats plus radicaux et puis à sa stature de sortant et de capacité à montrer qu'il sait exercer la fonction. Marine Le Pen, elle surfe assez largement là-dessus et je note que sa proposition sur le prix des carburants avec la baisse de la TVA, qui est une proposition assez simple à comprendre, elle marche très bien auprès des électeurs. On n'entend presque plus parler d'immigration. Et non, on entend très peu parler de cela et ça avait été un choix depuis plusieurs semaines et il se trouve que, compte tenu des circonstances, c'est plutôt un choix payant pour elle. Alors, pour l'instant, elle reste quand même en dessous de son score de 2017, mais en dessous pour le premier tour, très clairement, mais avec des réserves de voix pour le second tour, avec cette candidature Zemmour, ce qu'elle n'avait pas du tout en 2017. Merci beaucoup Bruno Jambard.